Bonsoir à tous. Donc, je suis Gélès Charon, je suis psychiatre, chef de clinique au CHU de Nantes, donc à l'Hôtel Dieu, dans le service du CAPA. Et donc, je vais vous... Ah oui, donc c'est à moi de passer les slides. Donc, on m'a demandé... donc, merci au Conseil de développement de m'avoir proposé de participer ce soir. On m'a demandé de vous présenter une définition de ce que c'est que la santé mentale, ce que je vais faire dans un premier temps. Dans un second temps, je vais vous parler de la santé mentale et des jeunes. Et dans un troisième temps, je soulignerai quelques enjeux qui me semblent importants sur ce sujet. Donc la santé mentale, alors c'est pas si facile en fait de définir la santé mentale. Il y a eu de nombreux travaux qui ont essayé de définir la santé mentale, et même pour un psychiatre, c'est pas si simple de dire ce que c'est la santé mentale. Alors, il y a un premier modèle qui pourrait dire que la santé mentale, elle se situe ici quand il n'y a pas de maladie mentale ou quand il n'y a pas de pathologie mentale. En fait, si on regarde la définition qu'en donne l'OMS, la santé mentale, c'est un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive, et d'être en mesure d'apporter une contribution à sa communauté. La santé mentale, c'est une composante essentielle de la santé telle que l'a définie l'OMS. Donc on voit bien que la santé mentale définie comme l'absence de maladie mentale, ce n'est pas suffisant si on se réfère à cette définition. En fait, il y a d'autres modèles de la santé mentale, celui du double continuum, où il y a deux composantes, enfin plusieurs composantes à la santé mentale. Alors d'un côté, ici vous avez la présence ou l'absence de pathologie mentale, celle que nous, psychiatres, on diagnostique. Et puis, ici, on a une autre composante qui est la composante santé mentale positive. Lorsqu'elle est élevée, c'est lorsqu'il y a une situation de bien-être psychologique, que l'individu peut accéder à des ressources pour faire face aux difficultés. Et lorsqu'on est tout en bas, lorsqu'elle est faible, c'est que la personne a peu de ressources ou a des difficultés pour y accéder. C'est dans des moments où il y a un état de détresse psychologique. Au final, on peut se retrouver, donc si on est toujours sur ce double continuum, dans 4 cases différentes. Alors ici, par exemple, on voit qu'il y a la maladie mentale qui est présente, mais malgré cette maladie mentale, on a des ressources qui nous permettent de faire face, de s'adapter et finalement de mener une vie qui nous convient. Et puis, de l'autre côté, ici, il n'y a pas de maladie mentale identifiée, et pourtant, la présence de difficultés qui peuvent être temporaires font que, ou alors le fait d'être isolé socialement, d'avoir peu de ressources, fait qu'en fait, on peut avoir une moins bonne santé mentale tout en n'ayant pas de maladie mentale. Donc on voit que ce modèle à double continuum vient un petit peu enrichir la notion de santé mentale. Voilà, on dit qu'il y a 3 dimensions en fait dans la santé mentale. La dimension santé mentale positive, qui sont tous les aspects positifs, le bien-être, les ressources, la capacité d'agir des individus. Une autre composante qui serait la détresse psychologique réactionnelle. Ça va être des symptômes, anxieux ou dépressifs la plupart du temps, mais qui sont, en termes d'intensité, qui sont insuffisants pour pouvoir porter un diagnostic de dépression ou de troubles anxieux caractérisés, et qui peuvent survenir de manière transitoire dans des moments où il y a des événements de vie négatifs, des choses qui vont être difficiles à traverser. Et puis, cette troisième dimension, donc les troubles psychiatriques caractérisés, et donc qui sont ce que nous, psychiatres, avec lequel on travaille. Voilà. Alors la santé mentale, il y a plusieurs facteurs qui vont déterminer la santé mentale, à la fois des facteurs de risque et des facteurs qui vont protéger la santé mentale à différents niveaux. Je ne suis pas sûr que vous arriviez tous à lire ce qui est écrit sur la slide, mais en gros, il y a des facteurs qui sont individuels, par exemple le sexe, l'âge, le fait d'être issu d'une minorité ethnique ou d'une minorité sexuelle, les traits de personnalité, le fait d'avoir traversé des difficultés dans l'enfance, l'adversité dans l'enfance. Donc tout ça, c'est des facteurs individuels. Il y a certains facteurs sur lesquels on peut agir, et puis de nombreux facteurs sur lesquels on ne peut pas agir.
Hein, on ne peut pas forcément changer de couleur de peau ou changer de sexe, c'est pas possible. Il y a des facteurs sociaux et économiques. Alors ça va être l'entourage social, le fait d'avoir des amis, une famille. Ça va être aussi la situation socio-économique, le fait d'avoir un emploi, les conditions de travail dans cet emploi, les revenus, le niveau d'éducation. Et puis il y a des facteurs encore plus larges qui sont les facteurs politiques, sociétaux. Ça va être les politiques de l'emploi, les politiques culturelles, les politiques du logement, etc. Et donc on voit bien que la santé mentale, c'est un sujet très complexe qui est influencé par une multitude de facteurs. Il y en a sur lesquels l'individu peut avoir une prise, et puis il y en a d'autres où on voit bien qu'elle lui échappe complètement. Alors la santé mentale, c'est un enjeu de santé publique majeur. On considère que les troubles mentaux, c'est l'une des premières causes d'invalidité dans le monde, hein, l'une des premières causes qui font perdre des années de vie en bonne santé. C'est 450 millions d'individus qui sont concernés dans le monde par les maladies mentales. Et on sait que la moitié de ces maladies mentales débutent avant l'âge de 14 ans. Donc là, on parle de santé mentale des jeunes, on voit que c'est 50% des maladies qui débutent avant l'âge de 14 ans. Alors les maladies mentales qu'on retrouve fréquemment, enfin on parle de maladies mentales ou parfois de troubles mentaux, qu'on va retrouver fréquemment chez les jeunes, c'est les troubles anxieux et dépressifs, les troubles du comportement alimentaire, les idées suicidaires et les conduites suicidaires. Il y a toutes les conduites d'automutilation qui ne sont pas à visée suicidaire, mais ça peut être l'escarification qu'on retrouve fréquemment. Toutes les conduites addictives, les troubles de la personnalité qui débutent souvent à l'âge, enfin qui par définition débutent à l'âge adulte. On a aussi les troubles à symptomatologie somatique qu'on a du mal à identifier. En fait, c'est quand c'est le corps qui parle, qui exprime les souffrances de la personne. Donc ça se traduit par des symptômes physiques. Et puis, on a des pathologies qui débutent généralement à l'adolescence ou à l'âge adulte jeune. Ça va être la schizophrénie ou alors la maladie bipolaire. Hein. Très souvent, le premier épisode se fait entre 15 et 25 ans dans ces deux pathologies. Alors, comme on le disait en introduction, il y a une dégradation de la santé mentale des jeunes depuis la pandémie de Covid-19. Hein, il y a des études internationales, nationales et à l'échelle locale aussi qui le confirment. Et puis, nous, en tant que psychiatres, c'est aussi un sentiment qu'on a, notamment lorsqu'on travaille aux urgences psychiatriques, de voir de plus en plus de jeunes qui font des passages aux urgences psychiatriques. Quelques chiffres juste pour l'illustrer, mais il y a dans le bulletin de Santé publique France, qui est paru récemment, on retrouve une multiplication par 2 des idées suicidaires chez les 18-24 ans entre 2014 et 2021. Et c'est ce qu'on voit sur le graphique. Je ne sais pas si je peux pointer. Peut-être pas. Du doigt. Et c'est ce qu'on voit sur la... oui. C'est ce qu'on voit sur la courbe bleue ici. Donc c'est les 18-24 ans. Et donc vous voyez que la courbe, elle est en nette augmentation, elle a nettement augmenté avec les années Covid. Ici, on est chez les filles, hein, parce que c'est un phénomène qui est plus marqué chez les femmes, mais on le retrouve aussi chez les garçons. D'autres données, qui sont celles issues des passages aux urgences, montrent aussi une majoration des passages aux urgences pour un geste suicidaire ou pour un trouble de l'humeur chez les 11-24 ans. Ici, c'est des données à l'échelle régionale qui montrent une augmentation de la consommation des anxiolytiques et des antidépresseurs depuis 2019 chez les 13-14 ans. Vous voyez. Donc, non, chez les 13-18 ans, pardon. Et on voit notamment chez les jeunes filles. C'est la courbe qui est ici. Donc envers chez les garçons, on voit que ça augmente pas tant que ça chez les garçons, mais chez les jeunes femmes, on voit qu'il y a une augmentation très nette ici de la consommation des antidépresseurs. Donc ça fait quand même un ensemble de signaux qui montrent une dégradation de la santé mentale chez les jeunes. Alors quelques enjeux qui me semblent importants quand on parle de santé mentale des jeunes. Déjà, c'est le fait d'agir en amont, avant le développement des pathologies mentales ou de la souffrance, en faisant la promotion d'un environnement favorable à la santé mentale. Et ça, c'est le rôle des politiques publiques.
en faisant la promotion aussi des comportements favorables à la santé. On sait qu'il y a des comportements qui sont favorables, d'autres qui le sont moins. Et donc les faire connaître et en faire la promotion, c'est un enjeu. Ça peut être le travail sur les compétences psychosociales. On sait qu'il y a des compétences communicationnelles, des compétences cognitives ou émotionnelles qui permettent de mieux faire face aux difficultés de la vie et qu'on peut renforcer par le biais de programmes qui ont fait la preuve de leur efficacité. Mais malgré tout, il y a quand même des facteurs qui restent systémiques et sur lesquels il est difficile d'agir de manière simple. Un autre enjeu, c'est d'agir précocement quand les pathologies mentales elles surviennent. Donc ça va être favoriser un accès aux soins précoces, réduire la durée où les pathologies psychiatriques ne sont pas prises en charge. On sait qu'il y a un retard diagnostique, par exemple, qui est de l'ordre de 10 ans, un petit peu moins, une dizaine d'années, entre les premières manifestations d'une maladie bipolaire et le moment où on pose effectivement le diagnostic. Donc 10 ans, une décennie avant qu'on puisse identifier la pathologie en cause. On sait que dans la schizophrénie, la durée pendant laquelle la maladie n'est pas traitée va augmenter proportionnellement le risque de lésions cérébrales ou de mauvais fonctionnement. En fait, plus on tarde avant de prendre en charge une maladie psychiatrique, moins bon est le pronostic. Donc, même d'un point de vue pronostic, nous, on a un intérêt à ce qu'on prenne en charge le plus rapidement possible les maladies lorsqu'elles débutent. Limiter les ruptures dans les parcours de soins, on sait que les parcours de soins en psychiatrie ils sont très complexes, avec un accès aux soins qui est difficile, parfois des ruptures dans le suivi. Et ça, c'est aussi parce que notre système de santé favorise ces ruptures. Et puis aussi prendre en compte la souffrance des aidants, parce qu'on sait que quand il y a une personne qui est malade, il y a aussi son entourage qui peut avoir un retentissement sur sa propre santé mentale. Alors, voilà, je dis un mot de la psychiatrie, mais en fait, quand on parle de santé mentale, vous avez bien compris qu'on ne parle pas uniquement de psychiatrie. Mais c'est vrai que la psychiatrie est une spécialité qui est en difficulté. Cette image-là, c'était le printemps de la psychiatrie, c'était dans les années 2018-2020, 2019. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on n'est pas vraiment sorti de cette crise de la psychiatrie. Je vous ai mis en haut ici, c'est un graphique sur la démographie des psychiatres. Et on voit en fait qu'en 2023, la démographie des psychiatres, c'est-à-dire le nombre de psychiatres actuellement en exercice, est au plus bas. Il devrait remonter parce qu'on forme davantage d'étudiants et il va y avoir des postes de psychiatres en plus. Mais on est un petit peu dans le creux de la vague, ce qui fait qu'il n'y a pas un hôpital psychiatrique qui ait des difficultés à recruter son personnel médical. Ça entraîne des fermetures de lits, des fermetures de structures. Par exemple, dans le département, on a l'hôpital de Blain qui est en crise. On a peu de lits de pédopsychiatrie. Là, on parle de santé mentale des jeunes et on sait qu'il y a peu de structures qui sont en mesure d'hospitaliser les patients jeunes. Peu de pédopsychiatres aussi. Au sein de la psychiatrie, la pédopsychiatrie est encore plus en difficulté. On sait que les délais pour accéder à un psychiatre sont longs. Même si vous cherchez à obtenir un rendez-vous en ville, vous risquez d'avoir des difficultés à trouver un psychiatre qui accepte de vous donner un rendez-vous, et les délais risquent d'être assez longs. Et puis, il y a un frein financier. On sait que, par exemple, pour accéder à une psychothérapie, à moins d'avoir une très bonne couverture mutuelle, il y aura souvent un reste à charge, voire même l'entièreté de la prise en charge qui sera à vos frais. Un autre enjeu qui me semblait important, c'est celui de la stigmatisation, de la discrimination aussi. Les maladies mentales, c'est des maladies qui souffrent d'une représentation très négative dans la société. On va considérer que les personnes atteintes de maladies sont dangereuses ou alors qu'elles manquent de volonté. C'est une image qu'on a souvent dans la dépression. Et en fait, cette stigmatisation, elle entraîne plein de conséquences négatives. Alors déjà, en soi, elle est source de souffrance. Il y a des gens qui sont atteints de maladies mentales qui considèrent que la souffrance liée à la stigmatisation est encore plus importante que la souffrance liée à la maladie. Elle entraîne aussi des difficultés dans l'accès à l'emploi, aux relations interpersonnelles,
au logement, aux soins, etc. Et puis c'est un frein aussi à la prise en charge, parce que les gens ne veulent pas avoir une étiquette, l'étiquette d'une maladie mentale qui est très mal perçue dans la société. Donc c'est un vrai enjeu, et donc moi je trouve ça bien qu'il y ait des soirées où on puisse parler de santé mentale et de faire en sorte qu'il y ait moins de représentation négative sur ces pathologies. En conclusion de mon intervention, donc il n'y a pas de santé sans santé mentale. La santé mentale ne se limite pas à l'absence de maladie mentale. Il y a une vulnérabilité majeure des jeunes depuis la pandémie. Et puis l'importance de la lutte contre la stigmatisation. Voilà, merci beaucoup. Bonsoir et merci. Je me lève pour que vous puissiez m'identifier. Merci beaucoup pour votre présentation. Vous avez indiqué à 2 reprises, je crois, que la santé mentale des jeunes filles était davantage dégradée ces dernières années que celle des garçons. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur les causes que vous imaginez de cette dégradation plus forte chez elles que chez les garçons? Je ne sais pas vraiment si la santé mentale des jeunes filles est plus dégradée, mais en tout cas, il y a plus de recours aux soins pour les jeunes filles. Alors, de manière le sexe, le genre féminin est associé à plus de pathologies mentales. C'est un facteur de risque comparé au sexe masculin. Après, les femmes sont plus concernées, par exemple, par la dépression ou l'anxiété, mais les hommes sont plus concernés par d'autres pathologies, par exemple les conduites addictives ou le suicide. Donc il y a une répartition un peu genrée des pathologies psychiatriques déjà, mais globalement les femmes sont quand même plus à risque que les hommes. Donc en fait chez les jeunes on retrouve un petit peu cette même... Maintenant les femmes sont aussi peut-être plus... Enfin on sait qu'en termes de recherche d'aide, les femmes ont plus de comportements de recherche d'aide, ce qui est un facteur favorisant en fait. Donc elles ont peut-être plus tendance à aller vers les soins, à demander de l'aide que les hommes. Et c'est pour ça que peut-être ça se traduit par davantage de recours aux urgences. Voilà. C'est un élément d'explication. Il y en a peut-être d'autres, mais je ne les connais pas. Merci, bonsoir. Oui, c'est un peu pour répondre et quelque chose qui me questionne aussi dans votre présentation, mais il n'y a pas du tout la notion de violence qui est évoquée, en particulier donc les violences sexistes et sexuelles, et les violences sexuelles sur les jeunes et les enfants, qui sont quand même des choses fréquentes et je pense liées à la thématique peut-être. Enfin, voilà, je ne sais pas si... Bah si, vous avez tout à fait raison. Je n'ai pas donné l'ensemble des facteurs individuels, socio-économiques et sociétaux, mais on sait que la violence, la criminalité, les conflits armés sont des facteurs sociétaux, mais aussi à l'échelle individuelle. J'ai mentionné l'adversité dans l'enfance, mais l'un des principaux facteurs de risque de maladie mentale, quelle qu'elle soit, c'est l'adversité dans l'enfance, c'est-à-dire les violences physiques, sexuelles, les négligences. En fait, c'est vraiment, ça fait le lit de la pathologie mentale, et nous, on le retrouve en clinique, on le retrouve quasiment systématiquement, des antécédents de violences chez nos patients. Donc c'est un immense problème. Et moi, je pense qu'un moyen pour lutter contre ça, ça peut être tous les programmes de soutien à la parentalité, ou alors renforcer les structures telles que l'ASE, qui prennent en charge les enfants. Voilà. Et je suis d'accord avec vous. Et les violences sexistes, bah oui, aussi, les violences conjugales, les violences, bien sûr que si, c'est des facteurs de risque. Bonjour, je voulais vous demander par rapport à lorsque c'était pris en charge, lorsque toutes ces pathologies, etc. étaient prises en charge, à quel point on pouvait arriver à une situation stable où ça n'avait plus d'impact sur la vie de ces personnes. Enfin, est-ce que vous avez peut-être des chiffres dessus, des données ou pas vraiment? Bah non, parce qu'en fait, là, moi, je vous ai donné un très grand nombre de pathologies. En fait, il faudrait aller dans le détail de chacune des pathologies. Et puis, en fait, toutes les maladies, elles sont différentes les unes des autres. La dépression, elle a plusieurs visages. Elle est de la même façon que la schizophrénie, c'est pas une maladie unique. En fait, il y a plein de formes de schizophrénie. Il y en a qui vont être d'intensité plus légère, d'autres plus sévères. Et du coup, c'est un petit peu difficile de dire. Mais on sait qu'il y a un certain nombre de pathologies mentales qui sont des maladies chroniques, qu'on peut réussir à apaiser les symptômes, à améliorer le fonctionnement des personnes, mais pas forcément à faire disparaître complètement la maladie. On parle de rétablissement. L'idée du rétablissement, c'est l'idée qu'on
on ne guérit pas, on n'enlève pas la maladie, mais par contre, on arrive à fonctionner avec. Oui, juste une question sur le lien entre la pandémie et l'accroissement des cas que vous avez évoqué. Des causes, des raisons, qu'est-ce qui, entre guillemets, explique cette explosion des chiffres, enfin, en tout cas tel que vous la présentez? Je peux faire des hypothèses, mais par contre, moi, j'ai pas travaillé sur ce sujet précisément, et donc j'ai pas lu la littérature. Il y a peut-être des chercheurs qui ont des... Moi, je pense que le confinement a été un facteur de risque majeur. Alors, c'est des patients qui, je sais pas, ils étaient enfants ou alors jeunes adolescents au moment du confinement. Et à mon avis, ça a été un moment très difficile à vivre pour eux, et je pense que c'est ça qu'on lit maintenant. Mais en fait, c'est une hypothèse très, très simple que je vous formule. Il y a peut-être des hypothèses plus... Bonsoir. Pour ajouter une hypothèse à ce que vous venez d'énoncer et pour l'avoir pratiqué, je pense que l'isolement de ces jeunes et le manque de lien social qu'ils pouvaient avoir avec leurs amis, le défaut de proximité. Et pour aller dans ce sens, je me demandais, effectivement, c'est important de pouvoir diagnostiquer ça le plus jeune possible. Et je me demandais s'il y avait une sensibilisation qui a été faite au collège ou au lycée, ou comment en fait pouvoir la faire, pouvoir aussi informer les jeunes et peut-être aussi diagnostiquer éventuellement. Voilà. Merci. Oui, effectivement, enfin, je suis d'accord avec ce que vous dites par rapport à l'isolement. Enfin, quand je parle de confinement, c'est aussi l'isolement et la distanciation physique qui allait avec, enfin distanciation sociale et physique. Hein, parmi les facteurs de risque ou facteurs protecteurs, il y a vraiment l'idée de l'entourage social. Alors ça peut être la famille, les amis, mais c'est aussi le sentiment d'appartenance à une communauté qui fait que c'est un facteur de protection. Donc si on est isolé ou si on n'a pas le sentiment d'appartenir à une communauté, on a une détérioration de la santé mentale. Sur la question de l'école, comment est-ce qu'on peut... je pense qu'il y a quand même une diffusion d'informations auprès des personnels de l'éducation nationale sur la santé mentale des jeunes et sur le repérage. À part ça, j'ai des proches qui sont dans l'éducation nationale et moi-même j'avais travaillé sur un document à destination de l'éducation nationale pour comment les aider à améliorer le repérage. Mais c'est vrai qu'ils sont en première ligne. Hein. Ils sont en première ligne. Très souvent, j'ai travaillé un peu en pédopsychiatrie lorsque j'étais interne et très souvent, on avait des alertes concernant les jeunes qui venaient de l'éducation nationale, de leurs enseignants. Et si je peux me permettre, ça va être l'objet de la transition vers la deuxième partie. Et puis sans dévoiler, on a aussi échangé avec Jalal Charon, juste une donnée sur laquelle on ne peut pas agir tout de suite, c'est les infirmières scolaires qui sont de moins en moins nombreuses, avec des ouvertures de postes qui se raréfient, des concours qui deviennent de moins en moins fréquents. Est-ce que toutes les questions ont été posées? Peut-être une dernière, et puis on ira sur toutes ces actions de formation et d'identification précoce. En fait, moi, j'ai une question, c'est par rapport à la prise en charge des troubles mentaux. Parce que sur un de vos slides, vous avez montré qu'il y avait beaucoup de... tout ce qui était antidépresseurs, anxiolytiques, tout ça, en fait. Et une fois, j'avais vu qu'en France, on consommait beaucoup d'antidépresseurs. Est-ce que quand même, il n'y a pas le fait de tout le temps vouloir prescrire quelque chose à quelqu'un, du moins qui ne va pas bien? Parce que des fois, il y a des gens, ils ont peut-être juste besoin de soutien, des trucs comme ça, mais le fait de les médicamentiser, comment on dit le mot? De leur donner des médicaments, est-ce que ça induit pas, je ne sais pas comment dirais-je, un besoin de tout le temps prendre plus de médicaments pour être bien, des trucs comme ça, alors que peut-être des fois, rien que l'écoute, l'échange, ça peut aussi aider à désamorcer des situations ou à favoriser le bien-être de la personne sans que ce soit forcément par des médicaments, en fait. Alors, vous avez raison. C'est une remarque que font très souvent les patients et les personnes qu'on prend en charge. Hein. Il y a souvent une réticence lorsqu'on propose un traitement par médicament. Il y a une réticence initiale parce que les gens ont bien en tête les idées que vous avez aussi. Alors c'est vrai que la France est considérée comme l'un des pays où on consomme le plus de médicaments psychotropes.
Ouais, en fait, j'ai plusieurs éléments de réponse à vous donner. Déjà, là-dessus, c'est vrai, mais très souvent, en fait, c'est des médicaments qui sont mal prescrits. En fait, on consomme beaucoup d'anxiolytiques, donc des médicaments qu'on devrait se voir prescrire pour une durée très limitée, qui ont un potentiel addictogène important, et en fait, les gens vont rester assez longtemps sous anxiolytiques. Et donc ça, c'est un vrai problème, mais c'est un problème lié à la formation des médecins et à la formation des médecins de première ligne. Et en revanche, on sait aussi qu'il y a beaucoup de dépressions qui ne sont pas traitées. Donc des gens qui devraient avoir un médicament, enfin en tout cas qui pourraient avoir moins de symptômes et une meilleure qualité de vie avec un traitement et qui ne l'ont pas. Donc à la fois, il y a une grande partie de gens qui ont trop de médicaments, enfin, des médicaments prescrits de manière non conforme, et puis des gens qui devraient avoir un traitement et qui ne l'ont pas. Après, deuxième élément de réponse, c'est effectivement, par exemple, dans les recommandations internationales sur la prise en charge de la dépression, on sait que dans la dépression légère, ce qui est recommandé en premier, c'est la psychothérapie. En cas d'échec seulement, on doit proposer un antidépresseur. Lorsque la dépression est plus sévère, on a le choix entre les deux. On peut faire les deux, parce qu'en fait, on sait que médicaments plus psychothérapie, ça fonctionne encore mieux que l'un ou l'autre tout seul. Maintenant, l'un des freins, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour orienter quelqu'un vers une psychothérapie, hein, si on c'est l'accès, c'est la question de l'accès. Est-ce qu'il y a un psychothérapeute qui peut prendre en charge la personne? Tout le monde n'a pas forcément un psychothérapeute à proximité. On parlait tout à l'heure des zones rurales. Moi, je pense qu'il y a plein d'endroits où les gens n'ont pas d'accès. Et puis, il y a la question de l'accès financier. Hein, l'accès financier à la psychothérapie, c'est un énorme frein. Moi, en pratique, j'ai énormément de patients que j'aimerais adresser à un psychothérapeute, mais du fait des moyens financiers limités, je ne peux pas le faire. Donc c'est vrai que parfois, le médicament, hein, du coup, on doit sauter cette étape de l'étape psychothérapie pour aller au médicament, parce qu'en fait, on sait que si je recommande la psychothérapie, je vais perdre 6 mois, parce que la personne, elle va chercher un psychothérapeute pendant plusieurs semaines sans succès. Puis lorsqu'elle va trouver, le psychothérapeute va lui donner un rendez-vous à 3 mois. Et puis lorsqu'elle va commencer, elle va se rendre compte que la consultation, elle coûte 60 €. Et en fait, qu'il va falloir faire plusieurs consultations à 60 € et rapidement, en fait, elle va arrêter. Enfin, c'est malheureux, hein, mais c'est comme ça. Oui. Je propose une dernière question pour qu'on puisse avoir de l'espace pour les deuxièmes interventions. Bonjour, je suis l'anthropologue, je suis italienne, pardon mon français. J'étudie la démocratie nantaise ici. J'ai fait une recherche sur la démocratie nantaise et sur le conseil de développement. Mais je voudrais parler un peu de la santé mentale, parce que quand j'étais 16, ma santé mentale a été défendue par le fait que je suis allée une année dans les États-Unis avec une bourse d'études. Et pour moi, était très, très utile de faire une expérience diverse de la famille, de ma maison comme ça. Et maintenant, je connais beaucoup de jeunes qui sont très heureuses, est-ce qu'on dit comme ça, pas heureuses. Ils ont beaucoup d'angoisses comme ça. Et ils veulent trouver des situations où ils peuvent partager une manière de vie diverse de l'école, de la famille, comme ça. Et j'ai passé une journée entière, peu jours avant, dans les ZAD, la zone de Fondre, là, n'importe. Il y avait 20 jeunes filles qui étaient là. Elles étaient très curieuses de faire l'expérience d'une manière de vivre diverse, parce qu'ils n'étaient pas satisfaits de la manière de vivre de la société. Et il était là pour une période, mais après, il allait
gris. Alors, je pense que la jeunesse, aujourd'hui, a besoin de choisir des manières de vivre. Et il n'est pas offert assez. Il n'y a pas assez de possibilités de dire quelle est votre émotion, quelle est votre passion, qu'est-ce que vous voulez faire. Autrement, c'est un peu, toutes les choses que vous avez dites sont justes, mais c'est un peu dangereux de voir la santé mentale seulement d'un point de vue médical. Je suis d'accord avec vous, mais juste, merci pour votre témoignage. Mais c'est vrai que santé mentale d'un point de vue médical, non, c'est pour ça que je vous ai dit qu'il y avait plusieurs composantes, et j'ai bien situé la part que nous, les psychiatres, on avait à prendre, elle est uniquement là, et moi je pense que là, il y a plein d'espace pour d'autres acteurs que les médecins et les psychiatres. Et ce qui me permet d'accueillir nos deux. Merci beaucoup, Monsieur Charon. Je pense qu'on peut encore vous applaudir.